Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la Silver Economy. Tout de suite, nous allons faire un focus sur l'emploi à domicile avec trois invités. Tout d'abord, une syndicaliste, Véronique Révillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale à la Fédération des services CFDT. À côté de vous, Anne-Adélaïde Segui, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France. Et Anoli Amnat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable promotion d'Hyperia. Hyperia, c'est un institut national de la professionnalisation des emplois de la famille. Alors, pour parler de ce secteur de l'emploi à domicile, il nous faut faire une petite photographie du secteur. Quels sont les grands chiffres à dire, Madame Segui? L'emploi à domicile aujourd'hui, c'est 3,6 millions d'employeurs qui emploient 1,6 million de salariés. Donc c'est plus de 5 millions de personnes concernées en France. Concrètement, c'est qui ces particuliers employeurs? Ça peut être tout le monde. Alors, les particuliers employeurs, c'est basiquement une personne qui choisit d'employer à son domicile un salarié pour répondre à des besoins de vie. Ces besoins de vie, c'est la garde des enfants, ça peut être le ménage, ça peut être aussi l'accompagnement au maintien à domicile. Vous avez 3,6 millions de personnes donc, qui emploient ce type de salariés pour ces activités-là. Ces employeurs, c'est des employeurs qui sont formidables parce qu'ils vont employer une personne sans poursuivre un but lucratif. Ils vont créer de l'emploi de proximité parce que généralement, ils vont chercher un salarié qui est proche de chez eux. Et puis, ils vont maintenir un lien social au domicile directement. Et aujourd'hui, c'est la tendance, et ça s'accroît, le chiffre augmente ou pas? Alors, les chiffres sont dans une stabilité. Je ne vais pas rentrer dans l'évolution des chiffres, mais ce qu'on sait, c'est que dans les 10 prochaines années, avec l'évolution de la population française, avec l'évolution aussi des structures publiques d'accueil pour la petite enfance ou pour les personnes âgées, on va avoir de plus en plus besoin de ces personnes qui vont faire le choix et prendre la responsabilité d'être employeurs à domicile pour répondre à leurs besoins de vie. Alors, contractuellement, comment s'organise cette relation entre l'employé et l'employeur? Alors, vous avez dit le mot, c'est contractuel. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de travail qui se fait entre un employeur et un salarié. C'est régi par le Code du travail et surtout par deux conventions collectives. Une convention collective des salariés du particulier employeur et une convention collective des assistants maternels du salarié du particulier employeur. Pardon. Parce qu'il y a une différence forte entre les assistantes maternelles et le reste. Oui, je pense que ma collègue pourra en parler. Effectivement, aujourd'hui, les salariés du particulier employeur exercent au domicile de l'employeur, tandis que les assistants maternels vont recevoir chez eux les enfants de l'employeur. Quels sont, au niveau de ces contrats, les grands enjeux aujourd'hui, Madame Révillot? Alors, les grands enjeux en matière de formation, c'est d'une part de faciliter l'accès à ces formations aux salariés du particulier employeur. À ce jour, et employeurs et salariés sont très peu informés de leurs droits, malgré les dispositifs importants que organisations patronales et organisations syndicales déploient. Donc c'est le premier enjeu. Le deuxième, bien évidemment, c'est de lutter contre le travail non déclaré. Grand enjeu. Et dernier, c'est effectivement de faciliter l'évolution professionnelle au travers des entretiens et des formations proposées. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu clé, la formation dans ce secteur? C'est un enjeu de valorisation de la reconnaissance du salarié. C'est un enjeu sociétal pour avoir des possibilités et de maintien à domicile et de petite enfance qui soient mieux gérées. Il y a une véritable réflexion autour de la petite enfance. Donc toute cette formation s'accompagne par une formation efficiente. Je conçois très bien que la formation est très importante pour les employés, mais est-ce qu'il y a des obligations de l'employeur en matière de formation de ses salariés? Alors la première obligation, c'est de faciliter effectivement cet accès. Bien sûr, il faut qu'il y ait un employeur parmi les multi-employeurs que peut avoir le salarié qui doit être porteur de ce projet. Donc il faut qu'il y en ait un qui se déclare porteur et qui facilite effectivement cette mise en place. Et ensuite, il y a un certain nombre de possibilités qui ne requièrent pas forcément beaucoup d'engagement de l'employeur. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, effectivement, on parle de l'employeur qui va faciliter, un employeur facilitateur pour la formation du salarié. Aujourd'hui, il y a des obligations, il n'y a pas d'obligation de formation, mais de plus en plus de besoins. Et pour vous donner une anecdote, on se rend compte justement que des employeurs qui travaillent avec une salariée depuis plusieurs années, par exemple sur des activités de ménage ou d'accompagnement au domicile, se voyant vieillir, vont souhaiter pouvoir former le salarié sur des gestes d'accompagnement auprès de personnes en perte d'autonomie.
autonomie. Et c'est vrai que la formation sur ces types de métiers arrive souvent aussi par l'employeur qui a envie que son salarié puisse l'accompagner mieux au domicile. D'accord. Et pour l'employé, il peut faire valoir des droits en matière de formation, il peut les demander à son employeur? Alors, il y a une série de droits effectivement d'accès à la formation qui peuvent se faire ou pas sur le temps de travail. Mais il y a aussi, comme pour tout salarié, la possibilité de mobiliser son compte personnel de formation. Et ce compte personnel de formation, il est transférable tout au long de sa carrière. Voilà, c'est ce que vous mettez en pratique dans votre institut. Exactement. Donc, nous accompagnons les salariés, les particuliers employeurs dans leurs projets de formation. Pour être concret, le départ en formation, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque particulier employeur, dans la mesure où il cotise, au même titre que les entreprises, a à sa disposition un plan de formation. Ça représente 40 heures de formation pour un salarié du particulier employeur par an et 48 heures de formation pour un assistant maternel du salarié du particulier employeur. Il existe, la branche met à la disposition de ses salariés une offre de formation continue complète à leur disposition. Le binôme va choisir une action de formation qui va répondre à un besoin ou immédiat ou d'évolution du salarié et le salarié va pouvoir partir en formation soit sur son temps de travail, soit en dehors de son temps de travail. Pas d'inquiétude, notre collecteur financier prend en charge les frais de départ en formation et on peut retrouver cette offre sur notre site internet où on va retrouver toute la gamme de formations. Est-ce que ces formations s'organisent, se développent? Il y a des gens qui partent plus souvent en formation aujourd'hui ou pas? Il y a encore du travail à faire? Alors, cette année, 23 000 salariés ont bénéficié de la formation continue. Ça se développe. On a une grosse augmentation de départ en formation tous les ans grâce justement aux actions de promotion auprès des particuliers employeurs et auprès des salariés sur les droits au départ en formation. Donc oui, une très grosse progression. Est-ce que c'est facile à organiser? Parce que qui dit départ en formation, ça veut dire absence éventuelle du lieu de travail. Je vous pose la question à toutes les trois. Du coup, j'en profite. C'est un axe de revendication supplémentaire auprès des pouvoirs publics, quelque part, en tout cas pour la CFDT, qui est une meilleure prise en charge des solutions en fait, de remplacement lors des absences des assistantes maternelles ou des salariés du particulier employeur. Ça, c'est une demande très forte qui dépasse l'échange organisation patronale, organisation syndicale. Mais effectivement, ça fait partie des axes de progrès de notre travail syndical. Et il faut également sensibiliser les employeurs là-dessus. Alors, on a, dans notre secteur, de manière générale, il faut bien se dire qu'il faut énormément informer les 3,6 millions de personnes qui emploient et les 1,6 million de salariés qui exercent au domicile. Donc les syndicats ont un rôle d'information important. Les pouvoirs publics également peuvent soutenir ce secteur qui est fortement créateur d'emplois et de liens sociaux. Et en matière de formation, pour répondre à votre question de est-ce que c'est facile, comment ça se passe, il faut savoir aussi que quand on fait le choix comme en tant qu'employeur et salarié d'entreprendre une formation, on le fait parce qu'on se rend compte que on est enceinte, on attend un deuxième enfant, on a un peu plus de temps, donc on peut peut-être dégager du temps sur la personne qui travaille auprès du premier enfant pour lui permettre d'avoir quelques heures. Et on a aussi un secteur qui est très innovant parce que justement, on a des salariés qui sont multi-employeurs et parce que notre secteur est innovant, parce qu'il y a des choses qui doivent être adaptées et spécifiques à notre secteur, on a effectivement aussi beaucoup de dialogue et d'accompagnement et de spécificité pour faciliter le départ en formation. Et en effet, les partenaires territoriaux, locaux vont être, des facilitateurs aussi pour le départ en formation, puisqu'ils peuvent mettre en relation différents salariés pour les remplacements, par exemple, sur le départ en formation. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux particuliers employeurs? Parce que quand on parle de plan de formation, etc., et tout d'un coup, il est patron d'une entreprise, là, il devient directeur des ressources humaines, propose un plan de formation. Il faut les rassurer. C'est compliqué ou finalement ou pas à mettre en œuvre? Alors,
Moi, ce que j'ai envie de dire tout d'abord aux particuliers employeurs, c'est bravo. Parce que vous êtes un citoyen responsable qui fait des choix qui sont des choix parfois contraints, mais aussi parfois des choix raisonnés de se dire je vais employer directement quelqu'un à domicile. C'est-à-dire qu'on va me recommander une personne qui habite près de chez moi, je vais créer un emploi et je vais l'accompagner. Le premier geste d'accompagnement, c'est ça, c'est de dire je vous propose un contrat de travail selon des règles qui sont définies avec des salaires minimaux qui existent et qui sont négociés. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape, à partir du moment où l'employeur prend de plus en plus de responsabilités, d'aisance, parce que vous avez raison, parfois ça peut paraître compliqué, c'est pour ça que notre fédération peut les accompagner, les informer. On propose à nos membres un certain nombre de conseils, d'outils pratiques, de consultations juridiques. Et donc, deuxième étape, c'est effectivement gérer la relation de travail au quotidien. Ça passe par gérer les congés payés, ça passe par départ en formation. Je me rends compte que forcément, peut-être que vous auriez besoin d'être formé sur ce geste-là à mon domicile. On peut travailler sur des formations. Vous qui avez une vision large, est-ce qu'il y a des métiers sur lesquels il y a vraiment un besoin de formation, un enjeu de formation Je pense que le besoin de formation, c'est un besoin pour chaque métier que nous représentons. Par exemple, une thématique qui est très demandée, c'est toutes les formations qui sont liées à la prévention et la sécurité au domicile. Aujourd'hui, on sait que, au départ, quand on propose aux salariés de se former, la personne va plutôt dire ça fait 15 ans que je pratique ce métier, je connais mon métier, je n'ai pas besoin de me former. Et en discutant et en échangeant, on se rend compte que finalement, après un premier départ en formation, c'est la découverte de gestes et de comment dire, la pratique. Prévention des accidents du travail. Exactement, des choses auxquelles ils ne pensent pas forcément dans l'immédiat et ils ne se disent pas forcément que c'est accessible. Et grâce justement à la facilitation au départ en formation, ils se rendent compte que tout est ouvert pour eux. Madame Segui, vous voulez parce que ça c'est un enjeu clé, la formation pour améliorer les conditions de travail et la manière dont on travaille. Madame Riff. Alors, les conditions de travail, évidemment. Avec de la formation, on va améliorer les gestes, les postures. On va réduire sans doute aussi les troubles musculo-squelettiques. On va agir sur les risques psychosociaux parce qu'il y aura une valorisation de l'emploi. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi un enjeu prise de recul, et pour l'employeur et pour le salarié, qui permettent vraiment de développer ce secteur. On ne vient pas par hasard sur un métier d'accompagnement aussi des personnes. Et pour l'employeur qui laisse son enfant, qui confie son enfant à une assistante maternelle, on peut bien imaginer que l'enjeu de formation est énorme. Alors, pour terminer, en 2017, quels vont être les grands enjeux dans le secteur de l'emploi à domicile? Vous l'avez évoqué en préambule, vous avez évoqué le CPF, donc le compte personnel de formation. Donc pour Hyperia, en l'occurrence, l'enjeu pour 2017, ça va être la mise en œuvre et la possibilité pour les salariés des deux branches de mobiliser leur CPF sur une offre et une offre, on va dire, titre professionnel porté par les branches pour les 4 métiers que nous représentons et la mobilisation donc de ce CPF. Madame Révillot. Alors un enjeu évidemment d'évolution professionnelle, toujours en ligne de mire. La possibilité d'avoir vraiment des solutions qui s'améliorent pour les multi-employeurs. Et enfin, alors là ça sort un peu du cadre de la formation, mais le maintien d'une certaine garantie de gestion sur tout ce qui va être prévoyance et retraite pour ces salariés. Madame Segui, pour la FEPEM, grands enjeux. Alors 2017, c'est une année clé puisque c'est une année électorale. Donc l'enjeu, je pense, pour 2017, mais après, c'est de conserver une stabilité dans notre secteur. On a un secteur qui est de mieux en mieux reconnu par les pouvoirs publics, mais également par les publics, par les particuliers employeurs et par les salariés. Il faut stabiliser le secteur d'un point de vue de la simplification administrative, d'un point de vue financier. Et demain, il va falloir continuer à travailler pour que ce secteur soit reconnu, qu'on puisse faire du travail déclaré. On a mené 2 fois de suite sur le Tour de France une campagne d'information à destination des publics pour pour leur dire pourquoi c'est important de déclarer un salarié à domicile. C'est pour la formation, pour de la protection sociale. Ce sont des vrais enjeux demain. Et puis, on a parlé beaucoup de la formation des salariés à domicile. Il est important aussi de pouvoir former les employeurs. Les employeurs n'ont pas un DRH dans leur cuisine. Il faut effectivement qu'ils puissent savoir comment accompagner leurs salariés, comment gérer la relation de travail. La formation et l'information des particuliers employeurs, ça fait partie de nos combats pour les prochaines années.
Mesdames, merci beaucoup à toutes les trois pour toutes ces informations. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 360 degrés. Vous pouvez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube Salon des services à la personne TV et bien sûr sur www.demain.fr. À bientôt.